Alors, jusqu'à 12h30, deux thèmes, deux sujets, deux projets, deux actions. Les plateformes territoriales d'appui tout de suite. Nous aborderons les soins non programmés et le déjeuner. Lui, pour le coup, sera programmé à 12h30. Bienvenue à vous, docteur Sylvie Dupont-Barbara, docteur Michel Lévesque. Vous êtes tous les deux médecins généralistes, vous à Reims, vous à Thann. On m'a dit que vous étiez le plus gros utilisateur de la PTA d'Alsace. Vous confirmez ? C'est ce qu'a dit le directeur. Donc, le directeur étant très rigoureux, je ne mets pas en doute ses propos. Oui, donc je suis un utilisateur dès le début, avant que même ce soit une plateforme territoriale d'appui. C'était un réseau gériatrique, gérontologique. Et donc, nous avons évolué en plateforme territoriale et je n'ai pas arrêté d'utiliser ce service. Très bien. Alors, ce que je vous propose, on va fonctionner en deux temps sur la découverte de ces plateformes territoriales d'appui. Tout d'abord, vous entendre tous les deux sur votre histoire. Vous avez choisi un cas clinique complexe sur lequel l'outil PTA a été essentiel. Et dans un deuxième temps, on accueillera deux autres intervenants pour expliquer la mécanique, comment ça fonctionne, comment ça se met en place. Alors vous, Sylvie Dupont-Barbara, vous allez raconter donc cette histoire d'un complexe, d'un patient pour lequel vous avez fait appel à la plateforme. Et c'est la vraie vie, ça. Et c'est intéressant de démarrer par un retour d'expérience concret. Et après, on prendra du champ sur le sujet. Racontez-nous. Donc c'est la vraie vie, la vraie médecine générale. On va voir les pieds dedans. Donc j'y vais. Donc je suis appelée un lundi entre midi et 2 pour aller à domicile voir une patiente de 39 ans qui est seule avec 4 enfants entre 11 ans et 1 an. Quand j'arrive, elle présente une dyspnée au moindre effort, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement essoufflée. Elle ne peut pas faire plus de 2 pas, la tête lui tourne. Elle décrit une douleur thoracique intense. Et donc, je lui demande un petit peu ce qui lui est arrivé. Elle me dit que suite à une intervention, une cure chirurgicale de varices 15 jours auparavant, elle a présenté une thrombose veineuse profonde, une phlébite, qui s'est compliquée en embolie pulmonaire, pour laquelle elle a été hospitalisée en réa, puis en cardio. Elle en sort 48 heures avant, donc le vendredi, et je la vois le lundi à midi. Je n'ai reçu aucun courrier. Elle n'en a pas non plus. Bonjour le parcours de soins. Et donc, son état clinique est très préoccupant. Comme je vous l'ai dit, elle est seule avec ses 2 enfants en bas âge, 1 an et 3 ans et demi, les 2 plus jeunes. Son mari est militaire en mission, donc absent. Pas de relais familial possible. Donc, je dois rapidement aller chercher des informations médicales qui me sont indispensables pour bien la prendre en charge. Et puis, deuxièmement, mettre en grande urgence des aides à domicile pour elle et puis pour les enfants. Donc, coup de chance, j'arrive à joindre l'interne de cardio, entre midi et 2, qui me confirme que la patiente a bien fait une embolie pulmonaire proximale, bilatérale, de gravité moyenne-haute, avec un épanchement péricardique, ce qui explique l'état clinique dans lequel je trouve la patiente. Son état étant déclaré stabilisé, il a autorisé la sortie de la patiente. Donc, ceci étant, je m'intéresse un petit peu à sa prise en charge. Elle est à la CMU, donc je n'ai aucune possibilité de déclencher des aides à domicile rapides, immédiates, via sa mutuelle. Et donc, je me trouve devant un cas complexe à gérer, étant donné le contexte d'urgence médico-social. Je demande donc à la patiente, si elle est d'accord, pour que je sollicite l'aide d'une collaboratrice, une super assistante sociale, qui va pouvoir nous aider, l'aider à prendre en charge cette situation un peu difficile, ce qu'elle accepte. Donc, je finis, vous prenez la parole, d'accord. Donc, j'appelle Julie. Elle est passionnante, votre histoire. C'est du quotidien. Je vous écouterai des heures. C'est du quotidien. Donc là, je fais appel à ma CIMG, acronyme de coordinatrice d'intervention en médecine générale. Julie, donc je suis dans la chambre de la patiente et je l'appelle, je lui décris la situation. Elle a pu rappeler la patiente après mon départ en début d'après-midi et elle l'a rencontrée le lendemain matin. Donc ça a été extrêmement rapide. Et qu'est-ce qu'a fait Julie ?
elle a remis du lien et de la coordination entre tous les intervenants. Et c'est ça qui est fondamental et très important. C'est vraiment un outil génial pour ça. Et là, je suis d'humeur enthousiaste quand je vous parle. Donc, elle a pris son téléphone, elle a téléphoné à l'assistante sociale du CHU, que la patiente avait appelée en lui disant « Je suis à l'hôpital, je suis socialement là dans la mouise, aidez-moi ». Donc je l'appelle, j'appelle Julie qui appelle cette assistante sociale, qui lui dit qu'effectivement, elle a rencontré la patiente, qu'elle avait mis en route un dossier d'aide urgente, plus un dossier d'MDPH qui n'a jamais pu être finalisé parce que malheureusement, le service social de l'hôpital n'a pas été mis au courant de la sortie de la patiente. Donc déjà en intra-hospitalier, problème de communication. Donc la CIMG a récupéré le dossier, je l'ai rempli, elle l'a renvoyé de façon très rapide. Deuxio, Julie a téléphoné à l'assistante sociale de secteur, qui bien entendu n'était au courant de rien, puisque l'assistante sociale de l'hôpital ne l'avait pas appelée, pour mettre en route très rapidement, parce que là était le challenge, toutes les aides. Alors, il y a une intervention TISF, technicien d'intervention sociale et familiale. C'est une intervention qui a permis, de façon très rapide, de prendre en charge la cellule familiale, c'est-à-dire non seulement une aide pour la maman, mais une aide en puériculture, via la CAF et la PMI. Elle s'est débrouillée pour avoir auprès du département une aide sociale d'urgence pour augmenter les heures d'aide à domicile pour la maman. Et puis, je pense qu'elle a également contacté l'assistante sociale militaire pour le mari. qui a pu pérenniser et étoffer toutes les aides. Bref, ça a permis, en fin de compte, d'avoir une visite à domicile dans des délais très courts et une mise en route de toutes les aides au bout de 8 jours. Tout était en place. Donc, comment va la positif patiente ? Pour la patiente va bien. Ouais. Donc, bon, je vais peut-être... Oui, on va écouter son histoire. Non, mais c'est intéressant. Je note l'indispensable lien et coordination. Vous avez là une machine de guerre de communication entre pros, hein, qui est indispensable sur des cas comme ça. On a de plus en plus souvent à avoir, on est face à des situations médico-sociales de plus en plus complexes, avec le maintien à domicile des personnes âgées, les problèmes d'accès aux soins, les arrêts prolongés, une maladie qui aboutit sur des pertes. Ça devient vraiment très complexe pour nous, et aujourd'hui, avec notre stéthoscope, notre stylo et nos ordonnances, on ne peut pas prendre en charge tout ça. C'est devenu très complexe. En plus, on n'est pas forcément au courant de toutes les structures qui sont multiples sur notre territoire et qui peuvent rendre la prise en charge beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Donc là, c'est vraiment une plus-value globale pour les patients et pour nous. Claire. Merci pour ce témoignage. Et vous, Michel Lévesque, quelle histoire vous nous racontez ? Alors, moi, j'ai une histoire qui est un peu moins, disons, dramatique ou moins émotionnelle. Mais complexe dans la relation au patient. Voilà. Par contre, j'ai vécu une sortie d'hôpital chez une dame hémiplégique aphasique qui s'est retrouvée dans son fauteuil roulant au milieu du couloir avec un sachet plastique par terre et personne n'est prévenu. Mais bon, ça rejoint un peu ce qu'elle a vécu en urgence. Et la PTA a résolu le problème dans la journée. Fantastique. De cette personne, oui. Voilà, donc mon histoire, c'est un monsieur qui a un diabète, qui est suivi régulièrement, qui est porteur de l'antigène HBS chronique, contracté probablement à sa naissance. Et dans le cadre de cette surveillance, on découvre un hépatocarcinome. Il se fait opérer, chirurgicalement, oncologiquement, les choses sont bien réglées. Mais il y a quelques mois avant, il avait quelques petits troubles, mais bon, dont il ne se plaignait pas lui, mais donc l'entourage me disait oui, il est un peu particulier. Et en fin de compte, on a eu un événement, il a pris l'autoroute à contresens, et à partir de cela, je lui ai dit vous ne prenez plus la voiture. On a fait une évaluation et il s'est montré qu'il y avait des troubles cognitifs, donc une démence de type Alzheimer ou vasculaire probablement, et qui aggravait son cas. Et donc, suite à cette intervention, il avait beaucoup maigri. Et ensuite, en rentrant à la maison, il remangeait un peu n'importe comment et son diabète est déséquilibré. Il commence à être négligent dans sa toilette. Et donc, on se rend compte que la famille est un peu désemparée parce que l'épouse, elle ne sait pas quoi faire, mais elle se sent obligée. Un peu un frein, l'épouse. Hein.
Elle ne voulait pas trop d'intervenants extérieurs. Alors voilà, donc l'épouse, je lui ai proposé de faire venir des auxiliaires de vie ou autres. Et elle dit non, je veux personne, moi je dois m'occuper de mon mari, c'est mon engagement. Bon, c'est de culture nord-africaine, donc ils sont très famille et la famille doit être là. Le devoir. Alors ils ont une fille adoptive qui a eu des problèmes psychiatriques et qui était en décompensation psychiatrique à ce moment-là. Et donc ça n'a rien arrangé. Le mari, de temps en temps, il rabrouait sa femme parce qu'il ne voulait pas se faire laver, pas se faire raser, un peu négligent. Et voilà. Donc, le problème oncologique n'était pas majeur. C'était surtout les problèmes sociaux, d'hygiène de vie et l'équilibre du diabète lié aussi au quotidien. Donc, j'ai demandé à la coordinatrice. Donc, nous, on n'a pas d'acronyme, on les appelle par leur nom. Voilà. Et donc, notre coordinatrice a rencontré la famille. La famille a dit non, je veux voir personne. Et donc, moi, j'ai proposé un rendez-vous à l'époque avec mon interne dans Ça se passe, qui avait aussi vu le monsieur. Et donc, on a fait une réunion de coordination au cabinet avec donc la dame, une infirmière qui intervient sur place, la coordinatrice. Et à partir de là, on a pu faire rentrer la coordinatrice dans cette famille-là. Et on a pu mettre en place l'accueil en hôpital de jour pour faire une réévaluation et éventuellement ensuite prévoir le SSR. L'évaluation a été faite, le SSR, il a refusé d'y retourner. Voilà, hôpital de jour SSR pour un peu de réadaptation, donc c'est pas possible. Donc voilà. Alors la seule chose qui a été acceptée, c'est des soins à la personne, d'aide à la toilette par l'infirmière 1 ou 2 fois par semaine. La fille aussi qui a accepté de soigner. Alors la fille a accepté de soigner parce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc elle est revenue en soins. Donc on a fait peut-être action sur l'ensemble du groupe familial par cette intervention extérieure de coordination. Vous, à quelle fréquence vous avez accès à... Vous utilisez la plateforme, vous frappez à la porte de la plateforme? Alors, disons, je recueille des nouveaux cas, je ne sais pas, au moins 1 fois par mois, voire 2 fois par mois, selon les mois. Alors, dans le temps, on avait le réseau Alzheimer-Gérontologie où il y avait un suivi au long cours avec des visites de réévaluation. Aujourd'hui, la PTA s'est transformée en durée limitée d'intervention. Donc, de temps en temps, les gens, quand ils sortent, on reçoit l'alerte sur Globule, là, pour dire votre patient a terminé son temps. Et à ce moment-là, de temps en temps, il nous arrive, 1 mois ou 2 mois après, de dire attention, ça s'est dégradé, réintervenez. Donc, alors, la coordination globale des patients en situation complexe, c'est de la médecine générale, hein, c'est vraiment le cœur du métier. C'est devenu le cœur de métier avec les soins non programmés qui sont le premier recours de la santé, mais aussi, vu que la population est âgée, vu que les malades meurent moins vite, donc il faut s'en occuper longtemps. Et voilà, même quand on s'en occupe bien, ils finissent par mourir, mais bon, en attendant, il faut s'en occuper. Voilà. Donc les situations complexes, c'est quand même le cœur du métier. Mais je crois qu'on a besoin d'aide pour aller coordonner l'ensemble des personnes. Alors, est-ce que un jour, nos assistants médicaux pourront agir là-dessus? Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas encore très bien quel rôle ils auront. Pour le moment, je trouve que la PTA, c'est très bien. Les coordinatrices, c'est très bien. Peut-être que demain, les CPTS avec des coordinateurs, des professionnels, mais non pas centrés sur le patient, sera un complément de la complexité. Oui, parce que se posera, faites bien de mettre ça sur la table, hein, il y avait une question là-dessus tout à l'heure, se posera la cohérence, la coordination, CPTS, parce que c'est vrai que vous avez des tiroirs dans tous les sens. Hein. Question très importante, on la garde, on l'évoquera tout à l'heure. Est-ce que parmi vous, j'espère, il y en a parmi vous qui bossent régulièrement avec des PTA et qui... Vous voulez nous raconter rapidement, hein, de 30 secondes, hein, vous ne vous la faites pas version les feux de l'amour. Hein. Ouais, mais qu'est-ce que ça vous apporte, enfin, comment vous voyez les choses?
Vous me prenez au dépourvu. Je pensais que vous faisiez un sondage qui avait déjà utilisé l'une de nos PTA Grand Est. Donc, ouais, il m'arrive de l'utiliser. Donc, un cas, écoutez un cas, ce que ça m'apporte un gain de temps à moi et à mes patients. Alors, je vais vous raconter, j'ai une famille qui a des problèmes cardiaques, des troubles du rythme héréditaires. Donc le père a ça, la fille a été dépistée, et puis il se trouve que la fille, elle est mère de petits-enfants, donc la brave Séverine m'a demandé, et mes petits-enfants, il faut les faire dépister aussi. Alors elle a demandé au cardiologue de la famille, qui est un cardiologue normal, qui a dit les troubles cardiaques des enfants, il ne connaît pas, il faut demander le médecin traitant qui va trouver un cardiologue spécialisé pour dépister les troubles du rythme chez les bébés. Bon, je ne savais pas. Alors, d'abord, il y a 2 ans, j'aurais cherché, j'aurais pas répondu, j'aurais dit on ne sait pas. Et puis j'ai eu un déclic, j'ai dit on téléphone à la PTA, quoi. On téléphone à Prague. Nous, c'est la grande là. Moi, je suis alsacien, ça s'entend pas probablement. Et donc, j'ai transmis l'alerte, la question, parce que pour moi, c'était un cas complexe, quoi. J'ai jamais eu ça à répondre à cette question. Et puis, figurez-vous qu'en quelques coups de téléphone, je sais pas, ils m'ont pas dit combien, probablement plusieurs quand même. Ça n'a pas été simple. Donc, ils ont trouvé un cardiologue sur Mulhouse qui sait faire ça. Et puis voilà, la question a été résolue. Et puis dorénavant, Prague, quand on leur pose la question, ils ont la réponse tout de suite. Génial. On les reçoit dans 2 minutes, là. D'autres questions? Oui, monsieur, je vous en prie. Bonjour, Xavier Grand, médecin généraliste sur Saint-Nicolas-de-Port, à côté de Nancy. Moi, je trouve que la principale avancée des PTA, c'est qu'on n'a plus qu'un seul interlocuteur. Et c'est ça qui est important. C'est la fin de tous les réseaux, c'est une lisibilité pour le patient, pour le professionnel de santé. Et c'est ça dans toutes les situations complexes. Voilà. Exactement. OK, vous confirmez, madame, monsieur? Alors, vous avez là la carto des plateformes qui existent sur Grand Est. Et on va aller à l'est de l'Est avec justement Prague, les 2 intervenants. Alors restez là parce qu'on va expliquer le fonctionnement, le process de mise en œuvre, et vous aurez à réagir bien évidemment là-dessus. Marjorie Fritsch et Mathieu Bireban. Ah oui, alors monsieur Bireban qui était intervenu tout à l'heure. Oui, je vous en prie. Juste rapporter un témoignage. Mercredi soir, nous étions en réunion du tableau de garde du secteur de Tannes et on parlait des CPTS et des soins non programmés, de l'organisation. Et les médecins qui étaient là ont dit « Ah, la Prague, c'est super. Hein. » Ça nous aide beaucoup. Donc pour dire que sur une dizaine de médecins, ils sont vraiment contents. Bon, c'est chouette là, c'est ce qu'il vient de dire. Bienvenue. Marjorie, vous êtes coordinatrice Prague à Strasbourg. Mathieu Bireban, on vous a entendu tout à l'heure, directeur de l'association pour l'appui aux professionnels de santé. Vous nous racontez Prague, tout d'abord. Parce que là, on a entendu l'importance de la coordination, bien évidemment. Voilà, comment ça fonctionne? Expliquez-nous. La coordination, pour nous les coordinatrices, interpellées par les médecins traitants, c'est pour eux un gain de temps, en fait, dans la coordination du parcours de soins de leurs patients. Mais pas que de soins aussi au niveau social, en fait, parce qu'ils ont, eux, la part médicale et peut-être du soin en vue sur le cabinet, dans le cabinet. Mais il y a toute cette part sociale aussi qui n'ont pas du tout, en fait, en vue. Et nous, on va leur apporter sur certaines missions, quand ils vont nous contacter, cette part sociale et cette coordination sur le social en plus du médical et des soins à domicile. Donc vous allez tout de suite au contact de l'ensemble, le patient, l'ensemble de la famille, hein, c'est ce que vous avez expliqué. C'est ça. À partir du moment où le médecin traitant nous interpelle, on a un délai en fait, d'intervention pour entrer en contact avec la situation. Sur Strasbourg, on a à peu près 3 jours. On arrive à tenir en 2 jours, pardon, excusez-moi.
On arrive à tenir à peu près en 2 jours en fait, le lien avec la situation et une visite à domicile dans la semaine ou voire dans les 10 jours pour vraiment faire cette évaluation à domicile sur la mission que le médecin nous aura donnée et voir s'il n'y a pas d'autres aussi problématiques en fait, à domicile. Ensuite, on va gentiment rentrer au bureau et là va commencer en fait les appels vers les différents acteurs qui gravitent autour du patient ou les acteurs qu'on va devoir mettre en place autour du patient. Si c'est de l'aide à domicile à mettre en place, ben voilà, on va contacter les prestataires ou on va faire les dossiers pour une personne âgée, on va contacter l'assistante sociale de secteur pour faire un dossier APA. Voilà, on va faire toute cette coordination en fait que le médecin n'a peut-être pas connaissance ou n'a peut-être pas le temps, sûrement pas le temps de faire en fait au cabinet. Votre intervention, c'est un délai court. Oui. Il n'y a pas de vocation à suivre au long cours, ce n'est pas votre job sur la plateforme. Non, on va vraiment être là sur un délai, un instant T du parcours. Nous, on va mettre du lien et on va mettre du relais sur la situation pour qu'elle soit stabilisée. Je veux dire, on a 4 mois pour intervenir. Alors, il y a des délais plus ou moins courts. 4 mois, c'est un peu court sur certains dossiers. À nous d'argumenter derrière pourquoi on a dépassé ce délai d'intervention. Mais c'est vraiment nous, en fait, stabiliser la situation et mettre du relais. D'accord. Mettre en fait les bons intervenants, la bonne offre de soins ou sociale derrière. Et comment vous clôturez l'intervention ? Notre intervention est clôturée par un bilan de fin d'intervention au médecin traitant avec les étapes de l'intervention, la visite à domicile, ce qu'on a constaté, les propositions qu'on a faites aux patients et en collaboration avec le médecin. Ensuite, les intervenants qu'on a mis en place ou qu'on a eu au détour de l'intervention sont répertoriés sur ce bilan de fin d'intervention. Donc lui, en fin d'intervention, il a toutes les clés, tous les intervenants qui gravitent autour de la situation à partir du moment où nous, on la quitte. Je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, notre avenir, c'est je crois que c'est vous, elle est où la présidente ? Voilà. Notre sujet, notre développement, notre avenir, c'est sur les territoires. On a là un dispositif qui était inscrit dans la loi de modernisation de Marisol-Touraine, décret qui date de 2016, si je me souviens bien. Donc c'est un dispositif législatif et qui donne un outil au territoire pour s'organiser. Vous vous rappelez, Mathieu Birban, la philosophie de l'ensemble de ces plateformes ? Ouais. Et peut-être que vous avez envie de réagir à ce que vous avez entendu aussi là. Je vais essayer. Je pense que le constat, en fait, il était qu'autour des professionnels libéraux et du domicile, la problématique, elle était dans, d'une part, le manque de temps, d'autre part, cette mission 8 du médecin traitant qui vise à la coordination des soins, mais qui n'était pas structurée, organisée, financée. Et par ailleurs, la problématique assez française de la multiplication de dispositifs, souvent avec des acronymes auxquels nous, on a participé d'ailleurs, qui rendent illisibles en fait les dispositifs alors qu'ils sont pensés pour rendre service aux professionnels de santé, en particulier les médecins libéraux, mais pas que, et à leurs patients. Et du coup, tout le sujet, ça a été d'essayer de faire en sorte qu'on arrive à monter une organisation, que les médecins arrivent à monter une organisation avec les autres professionnels, pensée autour de leur modèle, leur fonctionnement, c'est-à-dire agile, souple, parce que la réalité de l'exercice libéral, c'est que vous ne savez pas si vous allez avoir un bébé, une vieille dame, une personne atteinte de pathologie chronique, etc., etc. Et donc il fallait penser un système qui réponde à cette problématique généraliste et qui en même temps soit hyper agile, hyper souple. Et je reviendrai sur les propos de Marjorie. Je pense que la problématique, elle n'est pas aussi de savoir si on va durer 2 mois, 3 mois, 4 mois ou 8 mois. La problématique, elle est d'essayer de soutenir les professionnels de santé que vous êtes dans l'ensemble du dispositif. Et si ça doit durer 8 mois, ça durera 8 mois. La question, elle n'est pas de savoir s'il faut qu'on fixe des règles préétablies qui ne seront jamais les bonnes, en fait, mais d'être agile et souple pour coller à la réalité des acteurs du territoire. Faire en sorte que, quand un médecin est dans la panade, une infirmière, on arrive à lui sortir une solution, à prendre le temps que lui ou elle n'a pas pour trouver la solution. Et je me rappelle au tout début, les réunions qu'on avait avec les médecins libéraux quand on a pensé l'histoire en 2015 à Vouziers, ils nous disaient, mais nous, notre difficulté... Avant la loi, hein. Oui, un peu avant la loi, ouais. Nous, notre difficulté, c'est de
de lire en fait tous ces dispositifs et de faire confiance. Et ce qu'il nous disait, c'est on ne travaille pas avec des structures, on travaille avec des gens. Moi, quand un patient, je lui préconise d'avoir un recours, souvent je l'oriente vers des gens que je connais, que je comprends, avec qui je travaille, avec qui, en qui j'ai confiance. Et donc du coup, d'essayer de penser un dispositif qui ne soit pas juste une plateforme, comme la loi l'expliquait, mais quelque chose d'humain, derrière lequel Julie, Marjorie, il y a des gens qui sont dédiés à des professionnels, et ces gens, ces coordinateurs, de s'adapter à c'est quoi la réalité du docteur machin, du docteur bidule, c'est quoi son processus de travail, et de faire en sorte que ce ne soit pas la structure qui vous donne un cadre d'intervention, mais une structure qui s'adapte au cadre d'intervention de chacun d'entre vous. Vous travaillez avec le téléphone? Ok, on se téléphone. Vous travaillez avec ApiCrypt? Ok, on ApiCrypt. MS Santé, le DMP? Peu importe. On s'adapte à votre modèle. 2 questions. Tout d'abord sur la forme. Ça a une forme juridique? Oui, c'est une association de professionnels de santé. Loi 1901. Je voyais aussi dans la loi, attendez où je l'ai noté, oui, une plateforme peut être sollicitée par tous les acteurs, mais il faut d'abord l'accord du médecin traitant. Ouais. Ça passe d'abord, c'est lui le déclencheur. C'est logique. Enfin, alors, Marjorie vous expliquera comment ça fonctionne, mais aujourd'hui, vous, moi, n'importe qui dans la salle, même les médecins, quand on a un problème, c'est qui notre point d'ancrage, en vrai? Mais je parle de n'importe quel problème. Je me casse la cheville, je perds mon travail, j'ai mes enfants qui vont pas bien. La personne en qui j'ai confiance et qui a l'habitude de m'aider, c'est mon médecin traitant. Alors, certains sont déjà avancés dans leur parcours de soins et ont des fois une infirmière régulièrement, un pharmacien, mais le cœur du système, c'est le binôme patient-médecin traitant. Une intervention qui se ferait sans le médecin traitant, mais c'est dénué de tout sens, parce que du coup, derrière, la reprise de l'information, elle va se faire par le médecin traitant. Le médecin traitant dit, c'est quoi ce truc-là, d'où ça sort? Mais non, c'est pas adapté. Le niveau d'information est indispensable en direct avec le patient, parce que son histoire, il faut qu'on la prenne en compte, mais le médecin est riche d'un contexte professionnel indispensable pour pouvoir permettre une intervention de quiconque adaptée, en fait. Oui, donc votre conseil, c'est votre contact, c'est le coordinateur, quoi. C'est pas la plateforme, oui, c'est ça. C'est lui. Vous devez tous connaître votre coordinateur, quoi. Exactement. C'est ça qui est important. Ouais. Quelle mission, hein? Nous, on part de la base où le médecin traitant, le patient a la confiance du médecin traitant. Donc l'accord du médecin traitant, c'est un peu, en fait, il va en fait nous donner cette confiance, légitimité pour le patient. Je veux dire, c'est inévitable pour nous d'avoir l'accord du médecin traitant parce qu'il relaie aussi cette confiance auprès du patient. Ben voilà, je vous adresse à la coordinatrice avec qui je travaille. Vous pouvez avoir confiance en elle, elle va intervenir auprès de vous et avec vous. Et l'un des problèmes, c'était qu'on avait remarqué, que les médecins traitants nous disaient, c'est que de temps en temps, il y avait des dispositifs qui étaient mobilisés, mais il n'y avait plus de retour aux médecins traitants. Il y avait une sorte de... Alors je me rappelle, il y a un médecin qui a même dit « on kidnappe mes patients ». Je me retrouve complètement démuni, j'ai plus d'informations, et on me rappelle dans 2 ans quand ça pète. Parce que par contre, quand il y a un problème, c'est moi qu'on rappelle. Mais sinon, on ne me donne plus d'informations. Et donc, du coup, tout le challenge de ces dispositifs, c'est de faire en sorte que, d'une part, les professionnels soient les administrateurs de l'association. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on s'éloigne, nous, associations, du terrain. C'est les professionnels qui vont nous expliquer comment leur exercice évolue pour qu'on reste adapté à leur processus et surtout qu'on veille à ce que tout ce qui est mis en place soit validé, soit en accord et que, moi, on travaille souvent avec les coordinateurs pour dire, même s'il ne se passe rien, tu rappelles ton médecin traitant et tu lui dis. Parce qu'il ne se passe rien, c'est une vraie information. C'est une vraie information. On est sur le coup, ça n'avance pas, mais on est sur le coup, t'inquiète pas. Il faut que la MDPH valide, il faut que, etc., peu importe, mais on est sur le coup. Savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui veille au grain et qui lui donne l'information dès qu'elle sortira. D'accord. Marjorie, comment garantit-on le sacro-saint principe de la confidentialité ? On s'adresse toujours à un professionnel et entre professionnels, donc la confidentialité, elle reste entre professionnels sur des conversations téléphoniques. Après, on a des moyens, je veux dire, via les mails ApiCrypt, de rester au plus près de la confidentialité.
Aujourd'hui, on a MS Santé, on a Picrypt. Bientôt, on aura Snack, dont on espère qu'il sera vraiment un outil utilisable par les médecins libéraux, par les infirmières en mobilité, adapté à vos systèmes d'organisation et à vos fonctionnements. Mais au-delà de ça, c'est de la relation individuelle, en direct, par des rencontres ou par du téléphone. Aujourd'hui, la loi permet que dès que le patient a dit « Ok, monsieur ou madame fait partie de mon cercle de soins », les professionnels, quel que soit leur niveau de compétences, puissent partager, échanger de l'information. Donc ça, c'est réglé. Juridiquement, c'est réglé. Il faut l'accord du patient, bien entendu. Après, l'outil, c'est celui qui est utilisé. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir un téléphone si mon correspondant n'a pas de téléphone. Donc je m'adapte à l'outil utilisé. C'est un grand débat, la confidentialité, le respect du secret. Je pense que mon voisin a bien donné l'état actuel de la loi ou de la réglementation. Pour avoir vu évoluer le DMP en ayant fait participé à la première expérimentation, le fait d'être tellement protecteur du secret fait que plus rien ne s'y filtre et plus rien ne communique. Donc je crois qu'il faut être raisonnable et aller dans l'efficacité. Donc moi je considère que le secret professionnel est partagé avec les gens qui concourent aux soins du patient. Voilà. Bonne réponse, je me permets. Dans un monde idéal, Mathieu Birban, 100% des gens qui sont devant nous devraient connaître leur coordonnateur. Alors, dans un monde idéal, mais ce que je crois savoir, c'est qu'il y a encore des projets qui sont en cours de construction. Il y a des trous dans la raquette. Voilà. Alors, d'ailleurs, la carte... On a vu la carte. On peut la remettre, la carte, s'il vous plaît. Elle est juste avant. Elle date un petit peu, parce que, par exemple, sur le territoire champardonnais, que je connais bien, puisque c'est celui qui nous occupe, par exemple, le Rose, maintenant, il descend jusqu'à Châlons-en-Champagne. Il prend Tourins, il descend jusqu'à Châlons-en-Champagne. Je sais que dans le sud de la Haute-Marne, autour de Chaumont et de Langres, il y a quelque chose qui est aussi bien organisé, qui commence à se déployer. Après, il ne faut pas non plus qu'on pense que le système qu'on a pensé, nous, à Reims, sera exactement le bon système pour tout le monde, ou inversement, celui pensé à Colmar. Parce que concevez l'outil à votre maille. Mais ce n'est même pas nous. C'est les acteurs du territoire. La réalité du fonctionnement des médecins à Colmar et à Vouziers, elle est identique dans les besoins souvent, mais elle n'est pas identique dans le processus de travail. Il y a des acteurs, il y a des histoires, il y a des fonctionnements qui sont mis en place, il faut en tenir compte. Et donc du coup, le processus normé est un peu différent en termes de fonctionnement à Prague ou à Association d'appui aux professionnels de santé. Dans votre quotidien, vous avez le moyen de répondre à toutes les sollicitations ? Oui. Oui, ça va. Oui. Non, parce que là, on est en train de partager ça et de faire la promo. Les appels entrants vont s'accélérer. Non, mais c'est ça le job. C'est de dire, même si c'est pas mon sujet, en fait, je vais juste prendre le temps de comprendre et de te trouver quelque chose. Et on va pas se mentir, il y a des fois des sujets qui tombent. C'est tout. Je relève les manches. Les coordinateurs sont plusieurs, elles peuvent aussi échanger entre elles. Ouais. Parce qu'il y a des compétences différentes, il y a des expériences différentes, et puis je mobilise tout mon réseau, je cherche. Et je reprends souvent un exemple qui m'avait, impressionné. Notre histoire à nous, elle vient de Franche-Comté. Il y avait 2015. Un médecin qui avait appelé, un médecin qui avait appelé un coordinateur en disant « Je suis chez un patient, faut qu'il parte en hospice là, rapidement, mais il ne veut pas venir parce qu'il est tout seul. » Il est ancien toxicomane, donc il s'est fait rejeter de sa famille. Il est plus toxicomane, donc il n'a plus de copains, parce que c'était tous des dealers ou des consommateurs. Et il a un chien. Est-ce que vous pouvez me trouver une solution ? Parce que si on ne s'occupe pas de son chien, il ne veut pas aller à l'hosto. La coordinatrice, mais elle a passé une demi-journée à trouver une solution pour un toutou. Elle l'a pris chez elle. C'est pas son sujet. Non, justement. Là, on essaye de faire en sorte qu'elle se transforme pas en je sauve tout le monde et j'emmène tout le monde à la maison. Ça, c'est pas la bonne solution. Comment vous êtes arrivé sur ce job-là, vous ? Moi, j'étais il y a quelques années, je travaillais en hôpital de jour. J'étais infirmière en hôpital de jour et j'utilisais. En fait, je travaillais en rapport avec le RAG, en fait, le réseau d'appui aux généralistes. Et je suis partie un temps en EHPAD. Mais je suis revenue du coup sur le réseau parce que ce travail en réseau en fait me manquait et parce qu'on rencontre tellement de monde et c'est tellement riche d'expériences et d'échanges que voilà, tout ça me manquait et c'est intéressant au jour le jour. Mathieu, quels sont les points améliorés ? Alors certainement le premier point c'est que il y a un cercle vertueux, c'est que chacun s'approprie
ce dispositif, ce système, pour le faire vivre, ok. Quels sont les autres points à améliorer? C'est difficile cette question. On essaye de faire le job le mieux possible, mais on sait qu'on a des trous dans la raquette. On discutait avec Nadine Delaplace il n'y a pas très longtemps. Il faut que chacun d'entre nous soit disponible pour l'ensemble des acteurs. Par exemple, chez nous, en Champagne-Ardenne, on a décidé, enfin les médecins ont décidé que d'abord les coordinateurs seraient mobilisables uniquement par les médecins traitants. C'était un choix pour créer un lien presque fusionnel, j'ai envie de dire, entre chaque coordinateur et son médecin traitant. Et puis ensuite, il faut pouvoir rendre le service à d'autres acteurs, les infirmiers, les kinés, les pharmaciens et d'autres acteurs médico-sociaux ou sanitaires. Après, il y a la question de préserver les acteurs et les équilibres. Aujourd'hui, on a une nouvelle loi qui arrive avec ce qu'on appelle les dispositifs d'appui à la coordination, qui va nous simplifier la vie grandement et qui va être un vrai caillou dans notre chaussure, clairement, pour savoir comment on va rassembler les acteurs pour donner plus de cohérence, mais en même temps faire disparaître certains. Et du coup, forcément, on voit bien des sujets qui vont être compliqués à gérer. Comment respecter l'ensemble des acteurs, préserver les ressources, rendre service à tout le monde, c'est un sujet qui nous occupe tous les jours. Et on fait du mieux qu'on peut, mais ce n'est pas facile. Je pense qu'il y a quelque chose autour de la communication aussi, se faire connaître. D'accord. Les médecins traitants, les infirmiers, donner la confiance pour que chacun se dise bah ouais, tiens, ce truc-là, ça m'aide vraiment au quotidien. Et ça, la com, c'est hyper chaud parce que les médecins ici présents, pour vous joindre, c'est hyper compliqué en fait. Quand vous ne nous connaissez pas, c'est difficile de vous dire mais allez, essaye, teste. Si c'est pas bien, tu me le dis et t'arrêtes. Mais viens tester une fois. Mais il faut déjà rentrer en contact. Et les secrétaires font bien leur job pour empêcher le passage aux médecins. Donc se faire connaître, c'est pas facile. Sur notre territoire, on est à un taux de pénétration qui est à 70% chez les médecins généralistes. On est hyper content. Mais pour aller vers les 30 derniers pourcents, on va ramer. Ouais, c'est chaud. Est-ce qu'il y a un sujet autour de la monétisation ou de la non-monétisation de l'acte du médecin? Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ARS est un vrai partenaire qui soutient cette dynamique-là et qui a eu l'intelligence de faire en sorte que les acteurs du territoire définissent leur modèle et de le soutenir financièrement. Alors forcément, au bout d'un moment, il y aura des problématiques de budget sur des... Mais globalement, aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est pérennisé, qui est financé. On a des discussions sur l'évolution de ces budgets de temps en temps, mais globalement, on a une oreille attentive si on est capable de démontrer l'opportunité des besoins. Et donc, clairement, non, aujourd'hui, on n'est pas sur de la monétisation de cette ressource par le professionnel qui aurait le service, que ce soit le médecin ou un autre acteur. Une dernière question, et après on échange avec la salle. Je la pose peut-être à vous deux. Là, on a visité les communautés professionnelles, c'était notre séquence 1, on parle des plateformes, vous m'avez cité un autre dispositif. On est au clair là, avec les fonctions, les missions de ces différents dispositifs. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes un peu Shiva là, de temps en temps. Alors, je frappe là, ou là. On est au clair sur tout ça? Alors, sur les outils existants comme les plateformes d'appui, c'est clair, ça fonctionne, on a l'expérience. Là, on entend venir les DAC. Hein. Voilà, alors, il y a des niveaux régionaux, il y a des niveaux locaux. On voit que l'ARS a décidé de réduire les budgets des réseaux, 30% sur 3 ans, 20% pour les régionaux. Donc, on sent qu'il va y avoir de la simplification financière des offres de coordination. Alors, je ne sais pas si cette évolution, on y travaille avec la Prague, mais est-ce que ça va être opérant et dans combien de temps? J'ai une petite crainte de cette volonté administrative, mais c'est peut-être nécessaire de le faire parce que nous, on travaille sur le terrain et on ne voit pas l'organisation d'assez loin peut-être. Mais je crains qu'il y ait des gens qui soient sur le bord du chemin. Alors les réseaux santé, prévention, maladies cardiovasculaires disent nous, on n'est plus que éducation thérapeutique, donc on n'est plus des réseaux. Donc ils ne vont plus être dans la coordination. Donc je ne sais pas comment ça va évoluer. Ouais, donc, attendez, on l'écoute et après vous réagissez. Et vous, madame? Non, je vous en prie, vas-y. On n'a pas encore assez de visibilité pour savoir qui va rester là. Et nous, on sera justement
présents au créneau pour défendre ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire cet outil vraiment privilégié qu'est la PTA à travers nos coordinatrices d'intervention en médecine générale. C'est notre quotidien. Donc je pense qu'on sera très vigilant sur ce que vont devenir ces dispositifs. Et quel croisement, ouais, bien sûr. Après, sur la liaison avec les CPTS, je pense que les choses sont assez simples. Les CPTS, c'est finalement les gouvernances du territoire. C'est les professionnels de santé qui s'emparent de la problématique de santé de leur territoire. Donc, typiquement, une PTA, demain, oui, mais logiquement, c'est deux possibilités. Soit c'est un service de la CPTS, donc la CPTS qui dira ben voilà, moi je veux que ma PTA elle fonctionne comme ça sur mon territoire. Quand la PTA sera au-delà du périmètre territorial de la CPTS, c'est possible. Typiquement, dans les Ardennes, il y a une PTA, la PRAC c'est une PTA Alsace, il est peu probable qu'il y ait une CPTS Alsace, même certain que ça n'existera pas. Du coup, il va falloir que les CPTS soit dans la gouvernance des PTA et que les PTA soient au service des CPTS. Rien n'empêche une CPTS d'inclure dans sa communauté des assistants sociaux. Mais voilà, alors c'est le deuxième modèle, c'est la disparition un jour, quand les CPTS tourneront à fond, donc, voilà, des PTA pour que le service, entre guillemets, des coordinateurs de parcours soit intégré dans les CPTS. Ce que je crois, c'est que ça finira peut-être par venir, mais encore une fois, si je reprends les propos de Marianne Olivier, il faut se laisser le temps. Ce qui est important, c'est d'organiser la liaison et la convergence. Objectivement, c'est toujours les mêmes. Les locomotives, les professionnels qui portent les projets, c'est souvent les mêmes. Donc forcément, il va falloir aussi travailler à la simplification des associations, avoir une gouvernance ici, une gouvernance là, voilà, etc. Donc c'est un sujet, ouais. Ok. Alors, on prend une dizaine de minutes pour échanger avec vous. Et puis, une question à vous poser qui est toute simple. Si vous ne l'avez pas encore fait, ferez-vous appel à une PTA sur votre territoire? Vous pouvez vous loguer sur l'appli. Normalement, votre indicateur. Donc, on en a un. Voilà. J'observe que vous êtes maintenant 63 à être sur la plateforme, c'est chouette. Alors, je laisse courir le compteur, hein, vous y allez, vous votez, et pendant ce temps-là, on va vous donner la parole pour vos questions. Non, en fait, vous en avez un là, regardez. Voilà, vous vous occupez de ce côté-là? Merci. Pierre Trileschi, médecin généraliste. Je reviens sur les questions qu'on abordait là au sujet relations PTA, CPTS, autres exercices coordonnés. Et puis aussi la question sur l'accès aux soins. Donc c'est deux volets de cette question. Comment redéfinir les rôles respectifs entre les structures d'exercice coordonnés et la PTA? Est-ce qu'il y a déjà des pistes qui apparaissent, sachant que la PTA, moi je suis en Alsace, répond à certaines problématiques, mais pas forcément aussi loin que ce qui peut être attendu par les professionnels qui s'engagent dans les CPTS. Je pense à des questions de médiation, je pense aussi à des questions de gestionnaire de cas. Et là, on a aussi un lien avec les Mayas qui se mettent en place et que c'est compliqué. Donc, si vous pouvez repréciser les choses. Et la deuxième question, c'est sur la question de l'accès aux soins. Étant élu à l'URPS, je représente l'URPS dans le cadre du PRAPS, du Programme régional d'accès à la prévention aux soins. Une des pistes qui est demandée, c'est que les PTA s'engagent sur la question accès aux soins, précarité. Est-ce que les PTA ont cette possibilité de gérer ces cas complexes liés à la précarité? Et comment parfois j'ai peur qu'on charge la barque pour les PTA? C'est un peu ça. Et du coup, jusqu'où on va, quoi. Ouais. Mais justement, vous répondez à ça? L'idée, elle n'est pas de limiter l'histoire. Elle est de faire en sorte que ça serve. Et votre histoire, elle est là aujourd'hui, mais demain, elle sera peut-être sur un autre sujet. Je reviens sur le leitmotiv des PTA. C'est l'agilité. Si on n'est pas agile, on va peut-être s'adapter à aujourd'hui, mais on ne s'adaptera pas à demain. L'histoire, elle doit évoluer avec les professionnels de santé. Votre histoire d'aujourd'hui, elle est celle-ci, celle de demain, elle sera autre chose, et il faudra que votre outil, il vous serve. Donc je crois que oui, on doit évoluer vers ça, et le moyen pour qu'on le soit, c'est que justement, vous disiez, mais c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et votre PTA
doit être à votre service. Et soit A, elle est à votre service parce que la CPTS participe à la gouvernance de la PTA, soit B, la PTA se fond dans la CPTS. C'est les deux solutions. Mais clairement, un dispositif qui ne veillerait pas à être ancré à la réalité des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, des kinés, des hôpitaux et de tous les autres acteurs de son territoire, mais elle ne sert plus à rien. Et ce qui a peut-être été l'erreur de dispositifs anciens, c'était justement d'être pensé, normé, cadré, nationalement souvent, et du coup pas adapté à la réalité de l'histoire. Parce que la réalité de l'histoire pensée à Paris une fois, elle est intéressante, elle est sûrement très très bien pensée même, mais quand elle redescend sur le terrain, le temps qu'elle y arrive, eh ben déjà la réalité elle a changé. Donc notre sujet, c'est de faire en sorte de coller à vous. Et pour que ça colle, il faut que l'organisation que vous aurez montée, ou l'association, peu importe, vous y soyez. Et je reviens sur les propos de l'implication des acteurs dans les CPTS. Ne pas y être, c'est prendre le risque que les autres décident pour vous. Impliquez-vous dans vos associations. Des associations, c'est facile. On paye la cotise à 15 balles ou à 20 balles, et ensuite, on va aux réunions et on devient le président si on n'est pas d'accord avec comment ça se fait. C'est très démocratique. Impliquez-vous. Prenez votre destin en main, parce que sinon, d'autres vont le faire pour vous, et il sera peut-être un peu trop tard pour... Et le deuxième volet de sa question, jusqu'où la plateforme peut aller sur l'accompagnement de la précarité, etc. Jusque là où elle a besoin d'aller pour le médecin. Notre job, c'est pas de s'arrêter à un carcan. Je vais vous prendre un exemple. Monsieur Strauss, bouchez-vous les oreilles. Il y a un médecin généraliste de l'Aisne qui travaille tout le temps avec les Ardennes. Tous ses recours, ils sont dans les Ardennes. Il est à la limite de la frontière. C'est pas un médecin de notre territoire. Il a appelé. Mais bien sûr qu'on va l'aider. Enfin, comment pourrait-on penser qu'on ne va pas aider celui qui est juste de l'autre côté? Mais son patient, il est du bon côté de la ligne. Alors comment on fait? La règle, c'est de s'adapter à votre besoin. Et si votre besoin il n'est pas tenté et qu'on n'arrive même pas à le comprendre, eh ben on mettra des linguistes et des gens pour nous aider à le comprendre pour trouver votre solution. Non, c'est pas ça, sa deuxième question. C'était juste... on nous emmène sur le terrain de l'accompagnement social de nos patients, jusqu'où on doit aller. Alors, le danger, certes, la médecine générale, c'est la santé de la population sur laquelle on a accepté de travailler. Je pense que si on demande à la santé de régler tous les problèmes de précarité, ça va être difficile. Et je vous renvoie aux fondamentaux. Si la personne n'a pas de quoi manger, n'a pas un toit et n'a pas un peu de sécurité, il ne va pas avoir un projet de soins pour lui-même. Donc je crois que quand ça va plus loin, la précarité, la santé n'est pas la réponse seule. Elle participe à la réponse, mais c'est autre chose qui doit répondre. Enfin, on est aussi le moyen de rentrer en contact avec le conseil départemental, avec le CCAS, etc., pour vous faciliter les liaisons. Et donc, typiquement, si la précarité est un sujet, la PTA ou la CPTS devra être le moyen de vous permettre d'avoir la possibilité de proposer à vos patients des ressources mobilisables qui existent en plus, souvent, et qui sont sous-utilisées parce que méconnues, parce que pas identifiées. Donc, sur de la précarité, le dispositif est là pour prendre le temps que vous n'avez pas, pour créer la passerelle entre le soin, la santé, le cure, et le soin social. Donc, ça veut dire que la coordonnatrice, dans sa mission courte, et avant de la clôturer, peut envoyer un cas aux services sociaux du département? Tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, on est en lien avec les différents services sociaux du département, sur Strasbourg, de la ville de Strasbourg. Et nous, en fait, on va justement envoyer sur la bonne offre et sur le bon référent précarité ou des... Merci. Je voudrais revenir sur un caillou dans la chaussure, comme a dit M. Birban. Alors, il se trouve que je suis secrétaire URPS, je suis secrétaire Prague et je suis utilisateur et administrateur de réseaux de soins. Alors, j'aimerais pas qu'il y ait un caillou dans la chaussure, enfin, il y a eu ça. Je voudrais revenir, Michel en a déjà très bien parlé, Michel Lévesque, sur l'articulation entre les plateformes et les réseaux.
Donc, c'est hyper important qu'on arrive à faire fonctionner tout ça ensemble et qu'on nous laisse imaginer le fonctionnement commun entre les plateformes. L'un des témoignages tout à l'heure, c'est la fin des réseaux. Justement, je pense que ce n'est pas la fin des réseaux. Il faut imaginer comment les réseaux de soins qui existent depuis bien une dizaine d'années, même plus, je crois, et qui ont fait leurs preuves, peuvent fonctionner dans la coordination avec Prague et avec les dispositifs modernes ou même avec les DAC. Je crois que c'est hyper important. Alors, il se trouve qu'à Prague, on y travaille depuis plusieurs mois et j'espère que ça va continuer de fonctionner ensemble. C'est un appel au secours aux instances, n'est-ce pas ? Eh ben, je vais continuer l'appel au secours aux instances en disant que quand on veut monter une CPTS, on fait un comité de pilotage avec des professionnels de santé, tous ensemble, même avec l'hôpital. Mais on arrive à se mettre d'accord, on arrive à monter des projets. Quand on veut monter une PTA, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a en plus le médico-social. Et le médico-social avec lequel on peut travailler facilement en copile, comme on l'a fait, nous, au niveau de notre communauté, il est, lui, managé par d'autres instances qui sont beaucoup plus compliquées à mettre en accord, je dirais, pour être gentil, et de pouvoir construire quelque chose sans être freiné systématiquement par tout ce qui est administratif. Voilà. Donc un appel aussi au peuple pour essayer de mettre du lien, de mettre de l'huile dans les rouages entre tout ce qui est Maya, CLIC, conseil départemental, etc., avec lequel on a beaucoup de mal à consulter. Donc vraiment, il y a un sujet là-dessus. Hein. Enfin, on en revient toujours pareil, quoi. Les bonnes volontés, et puis on ne peut pas oublier qu'il y a la peur pour certains de disparaître, la peur de perdre de l'hégémonie, de perdre, etc. C'est toujours ça. Notre job à nous, les administratifs de cette affaire, c'est de rassurer tout le monde, essayer de créer du lien et de faire en sorte que les gens arrivent à dépasser leurs craintes pour avoir envie de bosser ensemble. Ouais. Alors, monsieur avait demandé la parole et après, madame là-bas. Monsieur, vous pouvez passer le micro. De manière pratique, on est en train de réfléchir sur une PTA sur le secteur de Metz. Et c'est quoi la définition d'un cas complexe ? Parce que finalement, alors les réseaux ont la frousse que finalement la PTA fasse tout leur job. Je pense que ça doit, normalement une PTA, ça doit gérer les cas complexes. Maintenant, c'est pas anecdotique l'histoire du chien qu'il faut garder. Et je pense que la journée que votre coordinatrice a perdu à trouver une solution, ça va faire cas d'usage pour la suite et que la prochaine fois, elle aura une réponse beaucoup plus rapide pour trouver ça. Mais est-ce qu'il y a une définition des cas complexes ? Parce que c'est vraiment le problème. Et je pense que les réseaux vont essayer effectivement perdre des moyens et qu'il va falloir avoir des coordonnateurs et des super coordonnateurs qui soient capables de s'élever et de ne pas rester bloqués sur leurs problématiques de réseau et avoir une définition de la santé publique en tête, avoir une idée du bien commun. Et ça manque parce que quand on est né dans le guidon, ben, on ne voit pas forcément le cadre dans son ensemble. Les réseaux sont apparus souvent pour répondre à un besoin de coordination dans des situations de complexité, de prise en soin de certaines pathologies. Moi, je participe à la création des réseaux VIH, des réseaux toxicaux, des réseaux diabète, des réseaux gériatriques. Et donc on a essayé d'avoir des réseaux thématiques parce qu'on sentait qu'il y avait une problématique. Aujourd'hui, je crois qu'on va plus loin parce que les situations complexes, elles sont partout, à tous les âges. Et c'est l'implication de problèmes certes médicaux, mais qui ne sont pas seuls, mais qui dépendent des autres problèmes, donc sociaux, psychologiques ou environnementaux ou d'accès aux soins. Et je pense qu'une situation complexe, c'est une situation intriquée où la situation du patient est telle que le soin peut être mis en péril si le reste n'est pas pris en charge. Ce qui est compliqué dans votre question, docteur, c'est que la problématique, en fait, si on était dans un monde de bisounours, et qu'on était tous pragmatiques, objectivement, les différents réseaux se fusionneraient et les compétences des coordinateurs en place s'agrégeraient les unes aux autres pour que quand il y a un médecin, une infirmière, un pharmacien qui appelle en me disant « je suis en galère avec ça », bah, c'est qui le mieux placé chez nous là pour y répondre ? C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Ce que nous invite à faire la loi sur les DAC, c'est dire ça, Maya on arrête, PTA on arrête, réseaux territoriaux on arrête, et on fait un truc qui s'appelle DAC.
Et du coup, on arrête de saucissonner parce que la personne elle est vieille, elle a plus de 70 ans. Ah mais non, mais elle a pas assez de ressources, alors du coup c'est l'autre. Ah mais non, elle est diabétique, alors du coup c'est là-bas. Et on met tout le monde au même endroit. Malheureusement, comme on n'est pas dans un monde de bisounours, le problème c'est qu'il y a des présidents, il y a des organisations, il y a des salariés, il y a des leaderships, et qu'il faut que tout cela arrive à se dire que le sens commun, c'est de se rassembler pour faire un truc. Mais du coup, ça veut dire perdre un peu et de son hégémonie, il y a des problématiques d'ego, il y a des problématiques de politique, parce qu'il y a des mayas qui sont portés par les conseils départementaux, il y a des problématiques d'acteurs, de salariés, de directeurs. J'en parle assez facilement, j'en suis un. Vous agrégez différents dispositifs où il y a plusieurs chefs. À la fin, est-ce qu'on a besoin d'avoir tous les chefs? Donc il y a des vrais sujets qui sont compliqués à appréhender et qui font que c'est un caillou dans la chaussure. Alors, très vite, les 2 dernières interventions, Madame et vous, je terminerai avec vous. Ouais, je vous en prie. Je dois dire que je suis un peu perdue là dans tous vos cycles, Maya, DAC, machin, truc bidule, chouette. Je voulais juste savoir, parce que je ne m'en rappelle plus, par qui c'est financé? C'est l'ARS qui finance? Et c'est sur quel budget de l'État que c'est pris? Sur le budget santé? Oui. Eh bien, il paraît qu'il n'y a pas de sous. Donc comment ça va être pérennisé, toutes ces subventions, pour faire fonctionner tous ces mondes? La réponse, vous l'avez, madame. Si ça sert à quelque chose, ça continuera à être payé. Si ça sert à rien, ça sera dégagé. C'est ça l'histoire. Donc, il y a des endroits où ça va fonctionner, il faudra sûrement le maintenir et trouver des solutions. Puis là où ça sert à rien, il faudra arrêter. Si on devenait un peu tous pragmatiques et pas juste subjectifs, attaquants parce que c'est pas Martin, c'est Martine, etc. Mais qu'on devenait un tout petit peu plus pragmatiques les uns les autres, objectivement, on s'en sortirait beaucoup mieux. Waouh. Eh bien, bon appétit. Alors, Madame, dernière question. C'est juste une réponse à une question qui a été posée. Ce qui définit la complexité d'une PTA, alors déjà je me définis, je suis Sylvie Rossignon, je suis présidente de la PTA et de la CPTS de Nancy. Voilà. Donc ce qui définit la PTA, la complexité au sein de la PTA, c'est le médecin traitant qui définit la complexité, point final. Donc c'est super simple. Et chaque médecin ayant son propre réseau plus ou moins organisé autour de lui, eh bien, pour certains, il y aura des complexités qu'il n'y aura pas pour d'autres parce que les autres, ils ont déjà leur réponse. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on va monter les CPTS et qu'on va protocoliser les actions, forcément, les PTA vont se retrouver avec des situations de plus en plus complexes à gérer puisque les CPTS auront résolu des tas de situations en protocolisant les parcours. Voilà. J'ai envie de vous donner le mot de la fin, Madame. Eh bien, écoutez, que dire que cet outil de la coordinatrice d'intervention en médecine générale, c'est quelque chose qui, au quotidien, nous aide et aide les patients pour des prises en charge qui sont de plus en plus nombreuses, à être complexes. Et comme vient de le dire la dame, vraiment, je suis absolument d'accord avec elle, la situation complexe, c'est nous qui la jugeons complexe au moment M où on est devant le patient. Donc, il n'y a pas de protocole précis, de définition à voir. C'est nous-mêmes qui nous disons, bah là, en ce moment, j'ai besoin de temps médical pour ce patient. Tout le reste là me paraît complexe. Allô, la CIMG. C'est vraiment au quotidien quelque chose qui est extrêmement une plus-value vraiment importante. Merci beaucoup. Vous voyez qu'un tiers des votants déclarent à 100% vouloir faire appel à une PTA. C'est intéressant d'évaluer là, dans un an où en est le déploiement et l'utilisation surtout. Merci beaucoup. Merci à vous.